3, 2, 1. Ouais. Donc bonjour tout le monde. Donc je me présente, Fabien Lamarque. Je suis tech lead actuellement en mission chez Cdiscount. Je viens vous faire une présentation de live coding sur un problème qu'on a tous déjà rencontré, c'est faire un refactoring, une évolution ou un bug fix sur un code qui est dégueulasse. Je ne sais pas à qui c'est pas arrivé cette histoire, mais perso, à Cdiscount, ça m'arrive des fois. Du coup, pour ça, je vais vous proposer plusieurs étapes pour attaquer un premier chantier qui est de refactoring, pour simplifier le code sur lequel vous travaillez en restant d'abord isofonctionnel, et ensuite seulement apporter la modification ou le bug fixe. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez sûrement déjà vécu l'histoire de je pense corriger le bug, je pense faire mon évol, et en fait j'introduis des régressions de gros bâtards partout. Et donc ça, c'est, on se fait généralement avoir 2 fois, 3 fois, et puis après si on ne sait pas faire, on continue. Du coup, je vais vous montrer un peu quelle étape vous pouvez, quelle astuce vous pouvez mettre en pratique pour éviter ça. Alors, je vais me mettre en présentation mode. Ah, j'étais déjà en présentation mode, d'accord. Alors, on va zoomer un peu plus alors. C'est bon là ou c'est trop? Comme ça, c'est bon? Voilà. Donc là, c'est un problème qui est simplifié. C'est un kata qui s'appelle Gilded Rosin, qui existe depuis les années 90. Donc c'est du code qui est volontairement dégueu, qui marche quand même, mais qui a été simplifié. C'est-à-dire qu'on n'a pas de dépendance vers l'extérieur, on n'a pas de problème de trading, on n'a pas de base de données, on n'a pas d'état. Néanmoins, on va quand même devoir apporter une modification à ce code-là, sans introduire de régression. Donc je peux vous montrer comment marche le code. On a un item. Qu'est-ce qu'un item dans le sens Gilded Rosin? C'est une string qui représente son nom, un entier qui représente le sell-in. Alors le sell-in, c'est un terme anglais qui n'existe pas en français, qui correspond au nombre de jours avant la date de péremption d'un produit. C'est-à-dire, si votre produit périme le 18, c'est... D'ailleurs, je sais pas, on est le 18 ? Voilà, donc là, le sell-in sera 0. Et un entier qui représente la qualité. Donc voilà, ça c'est un value object qu'on voit régulièrement dans du code dégueulasse Java. Et ça, ce code-là, il est manipulé par une classe qui est une auberge. Donc ce que vous voyez, c'est que cette auberge possède juste une liste d'objets, d'items, qui sont instanciés du coup à l'instanciation de l'auberge. Une méthode publique getItem et une méthode publique updateQuality. Et en fait, cette méthode updateQuality, c'est celle-ci qui chie. Voilà, on multiplie des ifs les uns dans les autres dans une boucle for. J'en ai compté, je crois qu'il y en a 18. Et voilà. Alors, on va descendre comme ça. Ah, il y a un main à la fin, mais a priori, le développeur qui l'a mis, il a fait ça pour gaulerie, mais je ne sais pas à quoi il sert, a priori. Donc, en l'état, si vous deviez apporter une modification dans ce code-là, vous ne saurez pas où la mettre. C'est-à-dire qu'il y a tellement de conditions sur le nom, sur les états de l'item, avant qu'il soit modifié, que c'est pas possible de venir faire quelque chose. Et là, si vous me dites, ah, en fait, ici, c'est un for i, je vois que des items get i partout. Par exemple, vous pourriez faire ça. Extraire item get i qu'on voit partout, on remplace toutes les occurrences. C'est déjà un premier step qui est facile, mais là, moi, je vous dis non. En fait, si vous faites ça, vous avez déjà modifié du code de prod qui, à l'heure actuelle, marche, et vous n'êtes pas couvert. Vous n'avez pas mis de test en place. Et là, du coup, vous êtes mis en danger. En vrai, c'est un refactoring qui n'est pas très compliqué, mais celui d'après, il va peut-être être pas très compliqué, celui d'après, il va pas être très compliqué, et à un moment donné, vous seriez foiré, et vous allez péter quelque chose. Donc, avant de faire ça, on va essayer de regarder comment on met des tests unitaires sur du code comme ça. On voit qu'il y a une classe de test. On fait ouais, chouette. Peut-être que le développeur d'avant a mis des tests là-dedans. Ouais, en fait, il y a un assert va true égale true. C'est quand même pas terrible. Donc, je vais les lancer juste pour voir si la librairie est bien branchée.
ça va, ça a l'air d'aller. Bon, n'empêche que ce code-là, il a 0 valeur métier, on est bien d'accord. Donc, pour courir du code, je vais vous proposer 3 stratégies un peu différentes. La première, c'est de dupliquer l'auberge. Donc là, vous allez faire un F5 dans IntelliJ, on va la dupliquer, on la commit. Donc là, vous allez copier-coller les classes. Vous allez vous faire... Donc ça, c'est ce qu'on va appeler un test par Oracle. Hop, donc je vais appeler Oracle Test Case, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Pas de rapport avec la société. Hein. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va instancier 2 objets qui font la même chose, on va lui passer des paramètres en entrée, et on va valider que la sortie est toujours la même. Et si on arrive à faire ça, on va pouvoir librement modifier notre classe auberge, en vérifiant toujours qu'on reste iso-fonctionnel, parce que le code passera par les 2 classes, le code de test passera par les 2 classes, et vérifiera que la sortie est la même. Donc je vous montre. On se fait une auberge, on se fait une legacy auberge. On va comparer leur liste d'items une par une. Donc, tac, for i. In.getItem.getI. On fait la même chose avec la legacy in. Si je vais trop vite, vous m'arrêtez, hein, je sais que... Alors, hop, donc ça, on se fait un item ici, un item qu'on va appeler legacy item pour être clair. Je me suis planté. On va les comparer. Alors, question. Est-ce que ça marche? À votre avis? Ah, pas mal. Il y en a qui connaissent déjà la bonne réponse. Il y a juste des champs. Ça marchera pas. En fait, donc ça c'est classique si vous faites du Java depuis un petit moment, mais en fait si vous comparez les objets comme ça directement, vous n'allez pas comparer les propriétés qui sont intérieures, mais juste les références des objets. Donc en fait, on va devoir tester les champs un par un, pour faire un premier jet pour vérifier que les objets sont les mêmes. Donc là, est-ce que vous connaissez la sélection multiple sur IntelliJ? Ouais, non, personne? Alors, en fait, si vous sélectionnez du texte et vous appuyez sur... alors là, sur Windows, c'est Alt-J. Vous allez en fait sélectionner la prochaine occurrence de texte similaire et vous allez créer un curseur supplémentaire. Et donc là, je l'ai fait 2 fois. Donc j'ai 3 curseurs qui se baladent. Après, moi de mon côté, je manipule ces curseurs comme je veux. Bon, là, je vais faire CTRL-SHIFT droite. Tac, je prends les 3 getters. On les met ici. On fait pareil. Point, on colle. Point, on colle. Ça, c'est le genre de manip. Si vous savez bien utiliser votre IDE, des tâches répétitives comme ça, j'en fais tous les jours. Ça va à 200 à l'heure. Donc là, on peut tester. On a 2 fois... Oui. Un quoi hein? En fait, je vais essayer de ne pas modifier le code métier. C'est-à-dire que si item est appelé autre part, si je mets un equals dedans. Ah oui, ça, oui, mais c'est avec ta librairie de test. C'est ASRJ, ouais. Ouais, tu peux faire comme ça, ouais. Non, mais t'as raison de le préciser, on peut le faire autrement. Mais moi, c'était juste pour me la péter avec mon raccourci clavier. Bon, là, du coup, j'ai rené mon test. On voit bien qu'à l'instanciation, il a les mêmes objets intérieurs. Quand on les compare champ par champ, ça marche. Maintenant, on va appeler la méthode en question. On va dire, hop. Ah, attends, hop, on va faire un in.updateQuality. Legacy in.updateQuality. Tout ça, on va se rendre CTRL-ALT-T. InTime égale 0. Time, on va dire 50 à vue d'œil.
Plus. Ah, typiquement, c'est le genre de truc, si vous essayez de recréer les conditions d'un test, vous allez devoir initialiser ça comme vous pouvez, du mieux que vous pouvez, pour essayer de pouvoir comparer ça. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Là, je peux le faire parce que je sais comment ça marche, mais on est dans une situation où, en vrai, dans la vraie vie, ça va être très très dur de refaire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, en fait, j'ai juste... je connais le cycle de vie, je sais que quand on instancie une auberge, elle a des objets de base, et après, le cycle de vie, ça va être juste d'appeler update quality n fois, et ça va changer l'état des trucs, l'état des objets. C'est un truc que vous pouvez pas refaire comme vous voulez. Si vous avez un service qui est compliqué qui appelle une DAO, vous n'allez pas pouvoir faire ça. Mais là déjà on met un test, mais ce test là du coup il est dur à mettre en place. Le deuxième test que je vous propose, il est top. Vous allez prendre le code, donc là je vais me mettre dans auberge, voilà. Vous allez loguer toutes les entrées et toutes les sorties de votre méthode. Donc je m'explique. Ici vous allez dire, par exemple, tout ce code là qui est compliqué là, ça, on l'extrait quelque part. On va l'appeler update and log. On n'a pas le droit aux méthodes qui contiennent le mot end normalement c'est un batsmell. Temporairement, ce que vous pouvez faire, c'est du coup... Alors là, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait facilement extraire item.getI. Donc là, ce que je peux vous proposer aussi comme alternative, c'est dire, on sort un item getI, et là à l'intérieur, en relisant un peu le code vite fait, on voit qu'il n'y a pas de dépendance externe, il n'y a pas de mock, il n'y a pas de service ou de DAO, il n'y a pas de log. Par contre, on fait des sets sur l'objet, partout. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est vous dire juste, je vais loguer l'état de mon objet en entrée, je vais loguer l'état de mon objet en sortie, et je vais pousser ça en prod, et ça, en fait, ça va me générer des cas de test unitaires. Donc typiquement, je vais dire, bah, voilà mon objet initial, voilà mes champs, donc là on va faire, tiens, hop, on va utiliser la technique de tout à l'heure, oula, item. Je l'ai encore ici. Tout ça, on le copie, on va à la toute fin. On le recolle. Voilà. Donc là, typiquement, c'est une petite manip. Vous dites, en quelques minutes, vous pouvez pousser du code qui va juste loguer. Vous faites bien gaffe à rien casser, mais vous loguez les changements d'état dans vos objets quelque part. Donc là, je le mets en south parce que j'ai pas de librairie de log, j'ai pas de façade, mais c'est une manière de faire. Après, vous allez devoir discriminer vos cas de test unitaires. Donc moi, comme j'ai pas d'imagination, je fais généralement le hashcode de mon item. C'est juste pour ça, ça va me permettre de numéroter mes cas de test. Et si j'ai une méthode hashcode qui est déjà implémentée et qui est vraiment implémentée sur mon objet, si j'ai deux fois le même objet en entrée, normalement j'aurai deux fois la même sortie. Et donc ça, je peux trier pour pas avoir deux fois le même test. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Comme je suis venu un petit peu préparé, voilà. On a le code ici. Donc ça, par exemple, ça va loguer à chaque fois que ça va passer dans la boucle. Donc là, j'ai manipulé l'API que j'ai fait. J'ai créé des objets, je les ai updatés avec des entrées aléatoires. Et ça m'a généré des cas de test. Et donc vous voyez qu'il y a un identifiant unique, mais ça c'est pour éviter d'avoir des doublons. Le nom, le cell-in, puis la qualité d'un objet, suivi de final, du mot-clé final, et les mêmes champs en face. Ça va vous permettre de dire, bah ok, avec tel paramètre d'entrée, je passe dans le code, en sortie j'ai ça. Donc là, une fois que vous avez ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez dire, je vais prendre
le nom, le cell-in, la quality, le nom, le cell-in, la quality. Et là, si vous savez utiliser IntelliJ, vous avez en fait l'historique de tous les copier-coller que vous avez fait. Et là, du coup, vous avez voilà. Donc, on va pouvoir écrire notre test qu'on va appeler unit test 8. On va recréer du coup notre cas de test. Alors, on se crée une auberge. Elle est initialisée avec des objets, mais je veux pas les objets qui sont à l'initialisation. Je veux rajouter le mien là maintenant. Donc on vide sa liste d'items. On se fait un nouvel item avec les champs qu'on a là. C'était 10 et 20. Tac. Donc là, bon, l'indentation est pas terrible. On va virer ça. On se le rajoute. Alors, il me manque le point virgule. Après, on met à jour la quality de tous les items dans notre auberge. On récupère notre item. Et on va faire un assert vat sur les champs qu'on a extraits du test de notre cas de test qu'on a généré. Assert vat. Alors, je vais le renommer en updated item. Ah tiens, il y a un truc field by field, on va regarder s'il marche. Hein. Je pense que oui, hein, y a pas de raison. Ah mais non, parce que je veux... Non, c'est pas ça que je veux faire en fait. C'est bien faire. Tac. On prend les trois, on copie nos getters qui sont là. Is equal to. Le nom, il était là. Et c'était 9. 19. On peut runner les tests. Le test est passé. Donc là, à tout moment, si vous avez un doute sur la pertinence d'un test, n'hésitez pas à partir dans votre code et à virer des lignes random et regarder si ça sert à quelque chose, quoi. Typiquement, là, on peut remplacer le code qui est ici par if true. On relance les tests. Ah, c'est que je suis pas dans le cas par défaut. Ok, bah là typiquement par exemple j'ai fait un test unitaire, j'en ai 300. On peut écrire 300 tests unitaires très rapidement, en fait, en faisant des copier-coller de votre cas de test qui est là. Et avec le coup de la sélection multiple que je vous ai montré tout à l'heure, vous allez prendre par exemple le name de l'objet, donc on va aller dans le south, on se met dans initial, on fait... Alors c'est Alt, Ctrl, Shift, J, tac. Vous sélectionnez tous les initiales de votre fichier de log. Là vous appuyez sur Ctrl C, vous copiez tous les noms d'un coup. Tous les noms de vos fichiers de log. Et après vous allez dans vos tests que vous allez dupliquer. Et dans l'onglet, vous allez copier-coller la valeur de chaque cas de test. Donc là assez vite, faut pas se planter parce que c'est un peu touchy, mais normalement assez vite vous pouvez vous générer 300 tests unitaires en à peine 5 minutes.
Par contre, si vous vous plantez, ça décale tout, parce qu'avoir 300 curseurs qui se baladent dans du source code, ça crée un peu le foutoir, donc il faut faire gaffe, mais c'est faisable. Par contre, vous vous rendez bien compte que là, même si les valeurs ne seront pas les mêmes, on a énormément de code dupliqué. Parce qu'en fait, on fait la même chose à chaque fois. On crée une auberge, on instancie un objet, on le met dedans, et on compare un résultat. Et en fait, tout ce code dupliqué là, vous pouvez complètement l'éviter en faisant ce qu'on appelle les tests paramétrés. Est-ce que vous connaissez? Il y en a un, deux. Ah, il y en a pas mal, ok. Alors du coup, les tests paramétrés, ça marche bien sur tous les langages du monde. Un autre truc que vous pouvez faire, c'est les tests par propriété, mais ça, on en parlera après. Donc là, vous allez dire, ah bah mon auberge, je vais lui prendre un premier paramètre qui sera le nom initial, le sell-in initial, hop, la qualité initiale, voilà, on va faire la même chose partout, final name, ah, tiens, ça c'est pas beau, le final sell-in et le final quality. Et alors là, pour décrire le cas de test, ce qu'on va devoir faire... Pardon? Ouais, j'ai vu, je me suis planté. J'ai rajouté un $. C'est pas une convention de nommage à moi, ça, le nommage à la fin des paramètres. Le $, à la fin des paramètres. Donc là, vous allez devoir dire quel paramètre je file à ça. L'autre solution, c'est que au lieu de loguer directement ligne par ligne tous vos états de vos objets, vous mettez ça dans un string joiner, un string builder, et vous créez une ligne CSV en fait. Et vous mettez tous vos champs qui vous intéressent dans un CSV les uns après les autres. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait au-dessus. Donc là, typiquement, genre, le cas de test qui est rentré, c'est un conjure manacake avec qualité de, enfin, sell-in de 1, qualité de 4. Et ça, on voit qu'à l'étape d'après, il est passé en sell-in de 0 et qualité de 3. Et ça va vous générer du test très rapidement. Donc je vous montre à quoi ça va ressembler. On va dire hey JUnit, on prend le param runner, tac, et tu vas me prendre ce fichier là, CTRL SHIFT C, ça copie tout. Ouais, c'est sur Windows, on se fait des trucs rigolos. Donc là en fait, ce que j'ai fait, c'est que dans mon cas de test qui était un peu bidon, qui était juste un exemple de test, j'ai sorti en paramètres toutes mes valeurs intéressantes, je les ai mis dans un CSV au run de mon application. Et voilà. Et là, au moment de lancer les tests, en fait, il va parcourir mon CSV, sur chaque ligne, il va générer un cas de test. Et là, en fait, donc ça demande un peu de préparation parce que ça demande de pousser en prod un logger qui va rester peut-être quelques jours pour essayer d'avoir des cas de test utiles et réalistes. Mais si vous avez un refacto à faire sur une classe qui est compliquée, faites ça en avance de phase. Ça prend 10 minutes à faire une semaine avant. Une semaine après, vous arrivez dessus. Vous mettez ça dans un CSV, ça prend 10 minutes, et vous générez une suite de tests énorme, et vous êtes sûr de rester isofonctionnel. Donc ça, c'est un truc qui coûte... Enfin, vous êtes sûr de rester isofonctionnel sur ces 4 tests, si c'est pas appelé de manière Sioux une fois par an. Oui. Ouais, après tu peux le setter par défaut, mais là le params runner de JUnit, il sépare forcément par des virgules et c'est sur une ligne. Mais donc là, tu vois, typiquement, moi quand j'ai des appels à un service externe, je les log aussi. Et comme ça, dans mon jeu, ça va me faire mes mocks. Je vais faire tous mes mocks comme ça aussi. Et du coup, normalement, je me génère des cas de test où je peux facilement refactorer du code.
Voilà, donc là c'était la partie préparation. Donc maintenant qu'on est couvert, je peux aller dans la partie... on va faire un run all ici. Bon, plus les deux autres tests que je vous ai montrés, on a un total de 302 tests. Et on va pouvoir commencer à modifier le code qui est là. Du coup, dans le code qui est là, est-ce qu'il y a des trucs qui vous choquent là? Pour commencer. On peut descendre petit à petit. Vous me dites si vous voyez un truc qui vous choque quelque part. Ah oui, ces trucs-là, on va les tège parce que c'était juste de la préparation de tests unitaires. Il y a des ifs imbriqués. Ouais, il y a des ifs imbriqués. Des ifs imbriqués simples avec des else, c'est assez facile à refacto. Dès qu'il y a des if, return et else autre chose, ça peut commencer à devenir vraiment compliqué. Aussi parce que le logger si on log tous les items, faut savoir où est-ce qu'on met le logger. Parce que typiquement, si on l'écrit là et qu'il y a un return au-dessus, on est un peu fucké quoi. Pour refactorer ces ifs, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord de supprimer toutes les conditions fausses. C'est-à-dire que les conditions fausses, elles vont être assez dures à appréhender. Pour simplifier le refactoring, c'est très efficace d'abord de simplifier le fonctionnement du code. C'est-à-dire que le branchement du code va être plus facile à comprendre et à analyser comme ça. Donc je vous montre. Hein. Donc là, tous les IDE font ça, c'est que vous pouvez invert les conditions. Bon, ça va permettre de refactorer facilement. De la même manière que quand il y a des et des ou, vous laissez votre IDE remplacer les et et les ou par deux if, pardon. Ça, pour ce genre de tâche, typiquement, il faut un IDE, quoi. Si vous faites ça avec Vi, vous allez vous péter la gueule. Vous allez... Non, mais c'est vrai. En fait, on oublie une accolade quelque part, on déplace un bout de code, mais on le décale de une... C'est une merde pas permis. Donc là, l'IDE, il est là pour ça. La logique booléenne, il est normalement assez fort. Donc on va virer toutes les conditions négatives. Donc là, on en a une aussi. On en a une ici. Là, on en a plein. Le code est vraiment pourri. Hein. Mais du coup, cette première étape de avoir que des conditions uniques et positives, elle va permettre de détecter le code dupliqué et surtout voir des choses qui sont absurdes. Je relance mes tests quand même parce que mine de rien, j'ai fait des modifications. Bon, à moins que mon IDE soit dans les choux, ça va. Tiens, d'ailleurs, du coup, j'ai pas refait le test, mais si je change une valeur quelque part, normalement, je casse des tests. Ça pue ça. Alors attends. Si je change un 50 en 40 ici, parce qu'il y a du code mort en fait dans le code, donc si je change une classe de test, ouais c'est bon. Donc là par exemple j'ai changé cette valeur là. Mais on est dans une boucle au-dessus, if name égale sbri, on fait quelque chose, et juste en dessous tu as une boucle si le nom est égal à backstage passes. Bon, et là on voit que la valeur du nom n'a pas été changée. Bon, bah, typiquement là, en plus ça fait plusieurs fois que je me fais avoir, ça a changé le code et que ça casse pas le test. Là typiquement, bon bah voilà, on avait du code mort. Pareil, pour refactorer ce genre de truc, vous pouvez genre sélectionner le code, le virer. Je vous conseille plutôt de sélectionner la condition, de mettre false à l'intérieur parce que vous êtes toujours false à ce moment-là, et laisser l'IDE s'occuper de virer le code. C'est-à-dire que là, c'est un coup, encore une fois, à se faire baiser, parce qu'une condition est toujours true, et vous vous dites, bah ok, j'enlève cette ligne-là, j'enlève l'accolade en bas, mais si vous plantez d'accolade en bas, ça peut changer le fonctionnement. Donc typiquement, ce genre d'évol, de petits refacto qui vous paraît évident, laissez l'IDE le faire. Je vous demande pas de mettre le cerveau de côté, mais c'est partie des choses où il le fera mieux que vous. C'est ça.
Alors, bon là du coup j'ai lancé les tests. Effectivement, quand on fait un get dessus, tu pourrais changer, si tu fais un get sur la quality, ça pourrait changer cet item la valeur du name. Dans ce genre de cas, effectivement, on peut aller regarder dans le truc, mais comme c'est du code Java écrit par un débutant, généralement dans les getters, il n'y a pas trop de trucs Sioux, il y a un value object et les champs ils sont privés parce qu'il faut les mettre privés, sinon Sonar rigole. Et des getters. Et généralement, il n'y a pas plus de logique que ça, quoi. Mais t'as raison, faut vérifier qu'il n'y a pas de trucs Sioux. Alors typiquement, là, voilà, on a l'inverse, c'est-à-dire qu'on a deux conditions. Si le nom est ça, on fait quelque chose, et si le nom est la même chose, on continue. Bon bah là, typiquement, ça, ce sera toujours true. On a une wrap, donc là, il va juste enlever la condition et puis la collade tout en bas. À partir de là, moi je vois beaucoup de codes dupliqués. Je vois un if item get quality inférieur à 50, item set quality, item get quality plus 1. Donc là, cette ligne-là, elle fait quoi? Ouais, elle incrémente de 1. Du coup, on peut l'extraire. On va l'appeler increase quality. Tiens, il y a des duplicats, on va les remplacer tous. Yes sir. Ok. À votre avis, est-ce que increase quality, par exemple, elle est au bon endroit? Ça devrait être dans l'item, c'est ça. En fait, on se retrouve souvent à avoir... J'ai plus le nom du bad smell, mais quand tu as une méthode qui modifie un objet qui touche qu'un objet, elle devrait sûrement être portée par cet objet-là. Donc là, typiquement, je suis d'accord que increase quality devrait être sur object, mais j'irai plus loin. Pour moi, increase quality devrait être sur l'objet quality qui serait porté par item. Mais bon, pour l'instant, c'est un int et j'ai pas envie de tout péter sur. On sait pas où le code est appelé, où l'objet item est appelé. Donc, je déplace juste ça là. Il y a un autre truc, c'est il y a un inline sur IntelliJ. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'à l'intérieur du code, on appelle setQuality de getQuality plus 1. Bon, bah ça, typiquement, on peut inliner ici. On keep la méthode. On fait pareil ici. Je suis peut-être passé un peu vite. En fait, inline, ça va supprimer l'appel de la méthode et ça va le remplacer par le code qui est à l'intérieur. Donc ça peut être utile si vous devez supprimer une méthode qui pour vous sert à rien, ou si au contraire votre code est trop découpé et vous supposez qu'il y a de la duplication de code, vous pouvez aussi tout remettre dans le même bloc et peut-être là, avec la gestion des if, revoir s'il y a des duplications de code. On va relancer les tests. Ouh, ouais. À mon avis, je me suis merdé. Bon, les tests passent. Test passe. Ici. Bon, je pense qu'il a inliné, qu'il a supprimé l'appel de la méthode de l'autre côté. Bon. On va laisser comme ça, on va pas trop toucher au code, même si c'est facile. Ensuite, on a du code dupliqué ici sur le if item get quality inférieur à 50. On increase la quality. Ça, c'est quelque chose qu'on voit à la ligne 35, à la ligne 39, à la ligne 43. C'est un truc a priori qu'on va voir souvent. Donc de la même manière, on va faire increase quality if not max, si ça vous va. On n'en sait rien, t'as raison. En fait, il y a de la duplication de code et du coup, voir ce truc-là, ça permet de le sortir. De là. En fait, ça ressemble à une quality max. Après, ouais, par exemple. Ouais. En fait, j'ai sauté une étape, mais ouais. Je vous déconseille à ce moment-là de faire des choses genre des extracts de constantes, parce que là le code il est relativement simple, il fait que 200 lignes sur une méthode,
on est sur du truc à peu près soft, on a tous vu toujours des trucs bien pires. Si vous extractez une constante 50 et que vous la mettez à max quality par exemple, il y a moyen qu'il refactor en sortant un autre 50 qui est là, et qui sert peut-être pas de max quality, mais qui va servir de, je sais pas, une autre raison qui est 50 à cet endroit-là. Donc là, extraire des constantes dans ce genre de cas, c'est un peu compliqué, donc je vous déconseille de le faire. Maintenant, tiens voilà, là il y a un truc qui n'était pas, il n'a pas été appelé ici. Là on a la même chose, on a un decrease quality qui est ici. Ok, et là on a un item set quality, item get quality moins item get quality. Donc ça je pense pas me tromper. Ah, il y a un truc qui est bien, c'est que là IntelliJ il propose de refactorer ça en 0, donc pour setter la valeur à 0. Sur une des versions, s'il y a du code Perav, genre get quality plus, un truc Perav comme ça dedans, il propose plus de simplifier parce qu'il voit que le comportement est plus standard. Ouais, je fais un peu la promo d'IntelliJ, mais je trouve ça bien. Bon, là on est dans un cas où c'est pas Sioux, donc on peut refactorer. Maintenant, en fait, on a un problème de design. C'est-à-dire que là, on a un objet qui est item, à qui on fait faire des trucs. Je pense d'ailleurs que le update quality, en fait, je pense qu'il devrait être porté par un item plutôt que directement par l'auberge. Ou alors qu'il y a un service update quality qui... Mais en tout cas, l'auberge devrait peut-être pas gérer la mise à jour du statut de chaque objet. Donc ce qu'on peut faire, c'est extraire notre item. Voilà. Notre méthode update and log, on peut la renommer update parce que maintenant on log plus rien. Et cette méthode-là, en entier, on va essayer de la bouger vers item. Alors là, il me dit que j'ai des méthodes qui ne sont pas déplacées sur item. Ouais. On bouge celle-ci. Decrease quality, pareil. Très bien. Bon, c'est pareil, un decrease quality, ça devrait sûrement être porté plus par l'objet quality qu'autre chose. Et notre méthode update, maintenant, on peut la bouger sans problème. Et donc là, maintenant, normalement, ce que fait notre auberge, ça devient plus simple. À l'instanciation, elle se crée des objets, elle se remplit son inventaire d'objets. Et la méthode update quality, ce qu'elle va faire, c'est juste parcourir sa liste d'items et faire un update. D'ailleurs, on peut remplacer ça par un for each. Voilà. Bon, on a un truc qui est quand même un peu plus élégant, mais parce qu'on a aussi déplacé la saleté de l'autre côté. Derrière, notre update, c'est quand je vous parlais de design, là il va se poser un choix, c'est de comment on va refactorer ça. Est-ce qu'on va essayer de faire en sorte qu'on ait un fonctionnement qui soit typique par objet, par seuil de qualité peut-être, par nom. Donc ça c'est des questions de design où vous devez vous intéresser au métier forcément et vous devez savoir ce qui se passe derrière. Parce qu'en fait si vous construisez un modèle objet qui ne colle pas à la réalité du domaine, vous vous tirez une balle dans le pied. Donc ça c'est le moment où on va voir le métier, on lui dit il faut que je sépare mes responsabilités dans mon code, comment est-ce que je fais? Est-ce que je me concentre sur est-ce que je sépare mes objets par nom? Parce qu'en fait on trouve que c'est le nom qui est discriminant dans la manière dont il fonctionne. Ou est-ce que c'est la quality? Parce qu'en fait on a aussi des méthodes qui partent du seuil de qualité. Dans ce cas-ci, votre métier, il va vous dire c'est le nom de l'objet qui définit son comportement. Donc là, pour refactorer ça, à partir de maintenant, on va essayer de passer sur un switch case sur le nom de l'objet. Donc pour faire ça, on va essayer de déplacer toutes les conditions sur le nom de l'objet le plus haut possible dans notre arbre de décision. Bon, je rerun les tests. Ok. Donc on a un if getName equals hbri tout en haut. Je suis d'accord.
On a un if getName equals backslash passes to tafcal. On est d'accord. Ah, d'ailleurs, ici, je vais faire inline et je vais remover le truc. Ah non, je peux pas. Je peux pas parce que c'est utilisé dans le test. Bon. Voilà, typiquement, voilà, là, le nom est plus utilisé par personne d'autre que l'objet. On n'a plus de raison de le mettre public. Mais non, en fait, j'ai pas envie de changer le fonctionnement d'item parce qu'il est peut-être appelé autre part. Notamment, là, dans ce cas-ci, il est appelé par mes classes de test. Donc, je reviens à ce que je disais. Je vais mettre la condition la plus haute possible dans mon arbre de décision. Donc là, par exemple, pour changer ce code-là, il y a une manière simple qui est de sélectionner ça et changer la valeur des if. Ça, c'est un peu risqué parce que si vous avez des conditions un peu compliquées, vous allez vous paumer. Ce que je vous suggère de faire plutôt, c'est de prendre le code, la première condition, et de mettre en dessous, hop, ici, de la dupliquer à cet endroit-là. Alors, CTRL-ALT-T pour surround, je ne sais pas si vous connaissez. On la colle là. Bon, je ne l'ai pas mis dans l'intérieur du if là, mais... Qu'est-ce que ça signifie ça? Ça veut dire que si les conditions ne sont pas ordonnées, c'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez les jouer dans n'importe quel ordre, c'est valable si getQuality est différent de nul et si getName est différent de nul. On va pouvoir ici dire que ce cas-là est toujours vrai. Ensuite l'unwrap. Et du coup, comme ça, on remonte la condition le plus haut possible. Qu'est-ce que ça permet de faire, ça? Alors, on lance le test parce que là, on a quand même peut-être pété des trucs. Ça marche? Ok. À partir de là, on va merger les else if parce que IntelliJ, il n'arrive pas trop à faire du refacto s'il n'a pas des else if décrits. Donc if name machin, else if machin, else if machin, else if machin. Alors, oula. J'ai un problème. Attendez, je réfléchis à ce que je viens de faire. Ah, c'est ça. C'est ici? Ouais, c'est ça. En fait, bon, du coup, à cet endroit-là, en fait, il va vous proposer automatiquement, naturellement, comme il voit que des conditions sur le nom, de remplacer par un switch case. C'est magique, ça marche bien. Mais ça, vous pouvez le faire. C'est pour ça que c'est important, vous allez séparer les responsabilités de vos objets selon un critère qui est déterminant, et c'est pour ça que vous avez besoin du métier. Donc là, typiquement, on va dire, le fonctionnement d'un fromage, c'est d'abord increase quality, d'un backstage to passes to concert, c'est ça. Et par default, ah voilà, là on s'est planté. Alors bon, c'est IntelliJ, il est fort, mais il y a des fois il se plante un peu quand même. Donc, là le fonctionnement c'est que il fait rien s'il y a sulfura sound of Raganeros. Bon, on va le coder à la main ça. Et ça c'est le fonctionnement par défaut. Donc, on fait ça. Case. Qu'est-ce qui se passe? Pardon? Ah, oui, t'as raison, c'est ça. On fait rien, et par défaut, on fait ça. Alors là, je relance parce que là, c'est la première fois de la soirée que j'écris du code. Hein, donc, il me manque un break. Mais c'est vrai, hein. Donc typiquement, là, on est content d'avoir fait les tests parce que j'ai fait une manip qui était vraiment pas compliquée et pourtant je me suis chié, quoi. Donc on a les tests, c'est bien. À partir de là, en fait, on va faire la même chose en dessous. Donc là aussi, on a une condition
Si on a Sulfura Sand of Ragnaros, on fait rien, sinon on fait quelque chose. Je vais prendre ça, je vais le mettre dans mon switch case de la même manière. Hop. Donc là on le fait pas, et ici on le fait. Là je relance les tests parce que je suis pas sûr de moi. Ça passe. Ce code là, on peut le supprimer. Et ce code là, alors on va faire la même chose qu'on a fait précédemment. On va essayer de remonter la condition sur les noms le plus haut. Donc pour ça, on sélectionne la condition qui est au-dessus et en dessous. On la recopie à l'intérieur de chaque bloc. Ok. Et donc ça, je relance les tests au cas où. J'enlève la condition. Ça marche. Ok. On va faire la même chose là. Tac. Vous connaissez commande W ou CTRL O sur Mac? C'est pour étendre votre zone de sélection. Donc ça vous permet de manipuler du code assez rapidement. Pardon? C'est ça, mais ça vous permet facilement de sélectionner du code. Donc là, on est bon. La condition ici, du coup, doit être toujours true. Pardon, hop. On enlève le if. Oula, non, je me suis trompé. Je me suis trompé ou pas? Ah non, c'est bon, il a juste déplacé le code là. Ok. Il reste un truc, ça c'est déplacer ce code là tout là-haut aussi. Donc là vous pouvez faire, si vous êtes dans un cas comme ça, vous pouvez merger des ifs par exemple. On sélectionne. Là le return il casse un peu le fonctionnement. Donc on peut se mettre comme ça. Le code qui dit est du coup ici toujours true. On relance les tests. Yes. Et du coup, on refactor en switch case. Tac, on relance. Et maintenant, on va devoir merger les switch cases. Et du coup, on va voir pourquoi on a fait tout ça. C'est du coup pour pouvoir déplacer nos méthodes et avoir ici, en fait, en 4 lignes de code, ce qui nous intéresse pour un EdgeBree. Donc, on va le faire rapidement pour le reste. C'est très rapide. Alors non, c'est en bas. Notre deuxième switch case, ça, je l'ai dupliqué. Dans le cas d'un ticket de concert, on fait ça. Dans le cas de Sulfuras, on fait return ou break. Donc ça veut dire qu'on fait rien. Et le fonctionnement par défaut, c'est ça. Donc quand vous faites des merges de switch case, essayez de vérifier que vous avez bien les deux cas dans vos deux switch cases. Si vous déplacez du code mais vous oubliez qu'il y a un bloc en haut, qu'il n'y en a pas en bas, c'est un peu compliqué. Donc dans le fonctionnement par défaut, on peut déplacer ça.
Là, j'ai déplacé beaucoup de code. C'est bon. Donc, le dernier switch case, on peut le virer. Et là, du coup, on a un code qui est quand même plus clair sur la responsabilité en fait de chacun des éléments. C'est-à-dire que là, vous avez un update sur votre objet. Dans le cas, enfin selon le nom, on va appliquer des bouts de code différents. Donc là, je vous demande, qu'est-ce que vous faites là maintenant? On extrait des méthodes. Ouais, tu peux extraire des méthodes, mais mieux, j'ai envie de dire, en fait, il faudrait que tu extrais des classes. Parce que si tu as un fonctionnement par défaut d'un objet et que dans un certain cas, tu as un fonctionnement qui est similaire pour la mise à jour, il faut sûrement que tu modélises ça en fait dans ton modèle objet. Donc ce qu'on peut faire, c'est dire, je vais dans Item, je veux me créer une sous-classe EdgeBree. Là, je vais... Alors, tiens, non, la fenêtre Windows, on s'en fiche. Je vais, du coup, bouger aussi. La seule chose qui concerne EdgeBree, c'est... Alors, c'était le nom qui est ici. Forcément, les constantes, on essaye de les mettre les plus proches de là où on les utilise. Ça paraît peut-être évident, mais ça l'est pas pour tout le monde. Donc, typiquement, si vous avez un objet qui... Enfin, une string qui décrit un objet et que vous créez un objet qui représente ça, ou qui l'utilise plus que les autres, c'est ça que vous allez utiliser. Donc là, typiquement, on va bouger le membre, tout. Et puis, OK. Et dans le constructeur, bah, par exemple, on n'aura plus besoin du nom, parce qu'on fera un super de... OK. Et là, par exemple, bah, ce que vous voulez peut-être faire, c'est dire... Il est où mon insert? Il est ici, tac. Je veux override la méthode update. Et dire donc que dans le cas d'un EdgeBree, la méthode d'update sera uniquement ça. Et là, du coup, vous voyez, vous avez extrait un objet qui représente... Ah non, attends, j'ai oublié de faire un truc, c'est de runner les tests. Mais là, vous avez quand même sorti un objet qui a un comportement précis. Et si votre evol, c'était de dire j'ai un bug dans le cas d'un objet qui est un ticket de concert, par exemple, vous allez hyper facilement sortir le petit bout de code qui représente ça, et vous allez hyper facilement pouvoir y mettre des tests. Alors, je vais retourner ici, et là, ici, au lieu d'instancier un item, je vais instancier un EdgeBree. Tac. Et ça, normalement... Bah. Pardon? Redis-moi ça. Dans le cas de test? Ah oui. Ouais, mais oui, c'est... Attends. Alors, ici dans mon auberge... Alors attends, je vais faire... Donc ça c'est bien ça, on instancie un EdgeBree, ok. Tac. Dans mon cas de test qui est ici... Bon, j'avais 54 tests qui concernaient le fromage, donc ça tombe bien. Ah, attends. C'est que je l'ai déclaré comme item. Attends. Donc c'est bon. Dans mon test paramétré qui est ici. Ah, c'est que je l'ai instancié en item, ouais, t'as raison. C'est que dans le cas d'un... Ouais, ok. Ok. C'est que dans le cas d'un test paramétré, en fait, si on instancie juste un objet, donc là, peut-être si vous avez une factory
vous pouvez créer une factory ou un truc qui va, en fonction des 3 paramètres, instancier le bon objet. Parce que là, effectivement, il y a un changement de fonctionnalité. Si vous instanciez juste un item avec un nom Edgebris, ça passera quand même par l'ancien code. Bon. Du coup, ce test-là n'a plus de valeur. En fait, le but de ça, le but de ces tests unitaires-là, c'est de vous donner un filet pendant 2-3 heures pour pouvoir modifier du code et pas avoir peur d'introduire des régressions. Le but c'est vraiment ça, c'est de ne pas partir à l'aventure en disant je vais faire une évol quelque part et je vais me mettre en danger. Donc si vous arrivez à le poser, ce premier filet, vous êtes capable ensuite de faire vos modifs de cette manière-là. Donc, et surtout, en fait, vous pouvez rajouter du test unitaire hyper facilement sur ce code-là. Parce que ce code-là, il fait 4 lignes. Si votre métier a besoin de savoir ce que ça fait, vous pouvez lui expliquer droit dans les yeux. Vous êtes sûr de ce que ça fait, quoi. Et à partir de là, c'est facile d'aller dans votre item qui est ici, de faire la même chose, c'est-à-dire d'extraire des objets pour le ticket de concert. Pour la main de Ragnaros, pour la main de Ragnaros, on voit que le fonctionnement il est encore différent. C'est que en cas d'update, on touche à rien, il n'y a aucun champ qui change. Et le fonctionnement par défaut, voilà, c'est ce code-là. Alors, c'est tout, ouais. Voilà, je reviens du coup pour finir. Ce qui est important, c'est du coup de faire ces modifs-là, parce que c'est important de toucher à du code pourri et de le maintenir. Et il ne faut pas juste mettre un if à un endroit et en disant j'espère que ça va rien casser. Donc première étape, vous vous protégez d'une bonne manière, vous sortez couvert. Deuxième étape, vous arrivez à vous refactorez le code pour en faire quelque chose qui correspond à votre domaine. Et seulement là, vous pouvez y apporter des modifications. Et si vous faites les trucs dans cet ordre-là, normalement, vous êtes protégé, vous êtes capable de toucher à du code legacy sans rien casser. Voilà. C'est tout pour moi.